Fred Savard avec vous pour un 19e épisode de La Balado. Je ne suis pas seul, encore une fois. Je vous ai écouté dans la grande consultation. Vous l'avez pas écouté encore, parce que l'épisode va être diffusé la semaine prochaine. Vous aimez les discussions, puis c'est vrai que c'est le fun. On aime ça aussi. Bah oui. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour Fred. On vous retrouve toujours avec grand plaisir. Et Maxime Laprise. Bonjour. Qu'on vous retrouve depuis longtemps parce que le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, il est dans l'espace privilège. Il est secret. Il va revenir. Il est juste pour les riches. Passionnant, oui, juste pour les donateurs, sur la construction du récit national. Tout à fait. Oui. En fait, c'est ça. On va le rediffuser parce que c'est vraiment passionnant. Mais là, vous êtes là, je dirais, pour diffusion nationale. Oui, voilà. Bon, Hélène, je ne vais pas tout de suite vous demander de quoi vous allez parler parce que je le sais un peu. Ah ah, pour une fois. J'ai compris un peu ce que Oui. vous faites. C'est plus culturel. Hein, Un petit peu. Ouais, des fois, j'essaye. Mais Maxime Laprise, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de la neutralité en histoire. Oui, on rappelle, vous êtes chercheur, doctorant en histoire. Tout à fait. Vous êtes un peu le Laurent Turcot de la balado. Ah, s'il vous plaît. Mais sans le plagiat. Oh non. Voilà. Et Fred. Ben là, j'invente rien. Et je tente de parler de choses que je connais. Oui, voilà. Oh mon Dieu. Relaxez un peu, les gars, là. Non, mais attendez, là. J'invente rien, là. Maxime. Ben, les cas de plagiat sont publicisés. Là, Oui, c'est ça. L'enquête est en cours à l'Université du Québec. À Ouais, Trois-Rivières. bon, voilà, c'est ça. Là, j'avoue, là, avant de commencer, pour vrai, j'avoue que j'ai essayé de faire un édito là, en début d'épisode, là, parce que ça me titille, mais j'ai comme perdu mes réflexes, fait que ça va être plus long que je pensais. OK. Parce que j'avais isolé des sujets. Il y en avait quelques-uns. On l'a vu avec Glencore qui a affiché ses résultats profit record. Oui, Glencore, oui. propriétaire de la fonderie Horn et qui doit avoir de l'aide du gouvernement pour moins polluer. Là, je me disais, ça serait un bon sujet. La cage au sport qui va s'installer en France. Vous saviez ça? Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ça va être super, ça. Et il paraît qu'ils veulent vraiment reproduire le même menu. Ah, ben ça risque de marcher. Mais en France. Bah oui, c'est sûr, ça Ouais, va parce marcher. qu'avant- En France, vous savez, les gens sont fascinés par l'Amérique. Vous savez qu'à l'origine, j'ai appris ça, on devait appeler les restaurants de la cage ma cabane au Canada. Non. Et finalement, le propriétaire de la cage a décidé que c'était une mauvaise idée. Ça va on sûrement le s'appeler The Cage. Je pense que ça s'appelle la cage Ah, bon. au sport. Et il va y avoir des matchs de hockey, Ah oui, des matchs de ça, palais. ça par contre, c'est peut-être un Il va y peu avoir plus du foot, compliqué. il va y avoir du foot, du rugby, Oui, ça- mais ils vont quand même Ok. mettre des matchs de la Ligue nationale et de basketball. Je pense que le basketball est très populaire Oui, en France et en Europe. Oui, puis il y a beaucoup de Français qui jouent dans la NBA. Oui, il y a une donc- ligue professionnelle Oui, en oui, Europe oui, aussi, absolument. qui n'est pas Ouais, du même calibre que la NBA, mais quand même. Mais quand même. Ouais. ouais, Fait que ça ouais. va être un bon sujet, voyez, mais là, j'ai pas eu le temps. En plus, j'ai une petite laryngite, là. Les enfants là, au CPE, j'avais oublié qu'ils ramènent toutes sortes de choses. Mhm. Alors, on salue d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent. Tous au les CPE. microbes. Les petits bouts de chou qui nous écoutent au CPE. Je sais que pour les endormir avant la sieste, parfois ils mettent un épisode. Bon, Hélène! Oui! Alors, tout ça pour dire que les petits éditos, là, Ça avec s'en vient. des bonnes saillies, là, ça sort. Ça sent bien. Restez à l'écoute. On parle de quoi cette semaine, Ouais, Hélène? là? écoutez, comme tout le monde, moi, entre le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, la garderie de Laval, l'Ukraine, les viols et tortures dans les chambres de hockey, les tueries diverses et variées aux États-Unis, j'ai, comme tout le monde, le sens de la catastrophe pas mal aiguisé, je vous dirais. Et donc, évidemment, comme toujours, je me retourne vers la culture pour essayer d'apaiser tout ça. Cette espèce de sentiment d'angoisse généralisée assez étouffant. Pourquoi? Relisez votre Aristote. Catharsis, purification de l'âme, purgation des passions par la terreur ou la pitié, tout ça. Et des millénaires plus tard, ça fonctionne encore. Une catastrophe arrive dans le vrai monde et la fiction vient à notre secours pour qu'on puisse au moins essayer de s'alléger un peu de ce qui autrement nous ronge, nous détruit à petit feu. Et cette semaine, bien sûr, ça m'a donné envie qu'on parle de la série Mégantic. Oh! Mégantic, réalisé par Alexis Durand-Bro, scénarisé par Sylvain Guy, 10 ans après les faits, à partir des témoignages des survivants et survivantes de cette terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 47 morts, plus un homme suicidé par la suite, dans un village de 6000 âmes. Oui. C'est quand même beaucoup. Oui. On écoute un petit extrait. On se remet pas d'une histoire comme ça. On survit. On s'accroche à ceux qui restent. On les redécouvre, même parfois avec un regard différent. Un peu shooter pour tout le monde! T'es appris comment un Cosmo. Oh, fuck you, man!
Dépêchez-vous, ça va dérailler! Pourquoi nous autres? Regarde, c'est juste un point de chute. Ouais. Ouais, 8 épisodes comme ça, crève-cœur, évidemment, Oui. parce qu'il fonctionne. Et une série qui fonctionne sur le principe de l'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode relate une histoire particulière de celle des victimes. On a ce jeune homme et cette jeune femme à l'avenir brisé. On a un autre épisode sur le prêtre de la commune. C'est assez intéressant d'ailleurs, ça. Comment est-ce que on parle aux gens après? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a le jeune homme qui n'a pas supporté, qui s'est enlevé la vie par la suite. Évidemment, le chauffeur du train, reconnu non coupable, sans que, bien sûr, les véritables responsables de cette catastrophe ne soient jamais inquiétés. Alors, qu'on se comprenne bien, oui, la série est d'une efficacité redoutable. Oui, la construction dramatique serre constamment le cœur. Oui, Bruno Marsil ou Éric Robidoux, mais surtout la plupart des interprètes qui sont inconnus, savent qu'ils font œuvre utile. Ils prennent leurs responsabilités au sérieux. Oui, encore, du côté des créateurs, on sent qu'on ne cherche pas à exploiter une tragédie, mais on plonge les deux mains dans le tragique pour mieux nous aider à la vivre. Mais ça m'a pas empêché de réfléchir 2 secondes aux différences qu'il pouvait y avoir dans les différentes fictions nationales pour traiter de ces tragédies. Et je parle même pas ici de la dernière image de la série mégantique, qui est une statue de Jésus devant l'église, les mains ouvertes, filmée en contre-plongée pour l'agrandir un peu plus, qui m'a vraiment laissé perplexe. Mais ce sera ma seule... Ce sera ma seule critique. J'ai pas regardé la série. Non, mais c'est comme si on nous disait, après 8 heures de pure humanité, c'est comme si on nous disait, tout ce qui reste, c'est Jésus. Je trouve ça un peu particulier comme conclusion, mais peu importe. Non, j'ai pensé à ça parce que Mégantic, qui est quand même un rare retour sur un événement réel dans une de nos fictions, c'est vrai. Faut le souligner, on le fait assez rarement, voire même jamais. Ils font un choix assez net dans cette série, et que je ne veux pas juger parce que ça sert à rien. Ce choix, je vais le faire, moi. Non, ce choix, c'est celui de l'émotion. Ah, ben oui, mais ça, on est au Québec. Et qu'on aime ça. Exactement. Et qu'on aime ça, l'émotion. On purge ces fameuses passions dont parlait Aristote par la tristesse, le désespoir, l'abattement, un peu moins la colère, mais quand même. On est dans le domaine des larmes qui font sortir le méchant. Et si vous ne le comprenez pas, de toute façon, la musique très larmoyante de la série va venir vous le rappeler avec ses gros sabots. Par la main, un petit peu. Surtout la musique. C'est vraiment la musique qui, pour moi, est très, très problématique dans la série, mais c'est la seule chose que je critiquerai ouvertement. C'est un détail, de toute façon. Mais c'est surtout un exemple. Et là, vous allez me dire, mais de là à utiliser un seul exemple pour tirer des conclusions, c'est pas mon genre, je ne fais pas ça, évidemment. Sauf que, on a aussi pu voir, dans la même semaine à peu près, la couverture médiatique de la tragédie à Laval, qui fonctionnait un peu sur les mêmes ressorts. Ah, totalement. Parce qu'à qui on a donné la parole? Des hommes, des femmes, sous le coup de l'émotion. Tout le temps. Avec ce fameux monsieur, ce héros, qui a maîtrisé le suspect et qui, devant la caméra des journalistes, a avoué qu'il n'arrivait pas à parler et qui est sorti du champ. Et c'est toujours cette même histoire aussi que les hommes, eux, ont peut-être un petit peu plus de difficultés à exprimer les dites émotions, mais c'est un autre débat. Encore une fois, pas de jugement de ma part parce que il y a quelque chose de sain à laisser s'exprimer ses émotions. En tout cas, c'est ce que les psys nous disent. Ils ont tous le même discours. Savoir dire, nommer, exprimer ce qu'on ressent, c'est déjà faire un pas énorme dans un processus de guérison. Et que nos fictions, nos journaux, nos médias nous aident là-dedans, c'est probablement un service qu'on nous rend. Mais j'ai pas pu m'empêcher de comparer à comment les autres font. Et là, j'ai pensé à la France, par exemple, qui a aussi utilisé la production médiatique pour essayer de réfléchir collectivement à ce qui a pu se passer, notamment lors des attentats du 13 novembre. Sur Netflix, on peut voir un documentaire qui s'appelle Fluctuat nec mergitur, qui interroge les forces de l'ordre, les pompiers, les responsables politiques. Pour les gens à la maison, Hélène, le 13 novembre, parce qu'il y a beaucoup d'attentats en France, là, je sais que vous voulez... Celui-là, il est quand même assez majeur. C'est celui qui a eu lieu en 2015, la même année que Charlie Hebdo. Ah oui, au Bataclan. Au Bataclan. Ah, voilà. Entre autres, au Bataclan. Oui. Il y avait eu les terrasses de café. Je comprends que
En France, dans l'imagerie populaire, le 13 novembre, c'est comme le 6 C'est comme le 11 septembre, c'est comme le... Ouais, c'est ça. Ça a quelque chose, c'est une date. Mais bon, oui, effectivement, les attentats, notamment au Bataclan. Ouais. Et donc, dans ce documentaire, on interroge les pompiers, les policiers, les responsables politiques. On cherche, en fait, à appréhender la tragédie du côté de la réponse qu'on lui a donnée. Mais on a aussi un film, une fiction, qui est encore inédite ici, mais que j'ai eu la chance de voir. Film qui s'appelle Revoir Paris. Ça a été réalisé par Alice Vinocourt avec Benoît Magimel, Virginie Efira. Et Virginie Efira joue là-dedans une survivante de ces attentats qui a perdu la mémoire et qui n'arrive pas à trouver ce que les anglo-saxons appellent ce fameux sentiment de closure pour pouvoir faire face. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé. Je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. À un moment donné, il va finir par sortir, vous irez le voir. Oui, mais ça a l'air bien larmoyant aussi. Non, justement. Parce que comme dans le documentaire sur ces attentats, on n'est pas tant dans l'émotion, mais plutôt dans une recherche d'explication. Ou dans la fiction de Vinocourt, dans qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux. Qu'est-ce qui fait, comment réagissent nos ondes cérébrales après un choc comme ça. Donc tout ça reste assez cérébral. On est plus du côté de ce qui se passe là-haut que de ce qui se passe dans nos cœurs. Même si bien sûr tout ça est souvent assez lié. Et je me souviens aussi qu'au moment des mêmes attentats du 13 novembre, dans les médias français, on a approché le tout avec des graphiques, des illustrations, par exemple des trajets qui avaient été suivis par les terroristes, des interrogations sur le comment, le pourquoi, mais pas en tendant le micro à ceux et celles qui étaient encore sous le choc. On s'en va aux États-Unis parce que, évidemment, là-bas aussi, il y a eu des catastrophes. Il y en a encore à peu près tous les jours. Et ça m'a fait penser à World Trade Center, par exemple, d'Oliver Stone, ou United 93 de Paul Greengrass, qui revenait sur le 11 septembre pour essayer de re-raconter ce qui s'était passé, mais du côté des pompiers pour Oliver Stone et du côté des passagers de ce fameux vol 93 pour Greengrass, les deux films étant résolument des films d'action. Oui. Donc on n'est pas dans le cérébral, on n'est pas dans l'émotif, on est dans le physique. Et c'est souvent une approche privilégiée du côté américain, parce que je crois qu'en se concentrant sur l'action, ça permet d'identifier très, très clairement le bien et le mal, et donc de s'approcher d'un récit beaucoup plus mythique. Oui. Et puis, au-delà des spécificités nationales, est-ce que ça suffirait à dire que nous, au Québec, on n'arrive pas à faire des deuils autrement que par un branchement direct sur nos émotions, qu'on ne sait pas par nos fictions penser le monde de façon plus analytique, ou qu'on ne sait pas produire du mythe? Alexis Durand-Brault a été interrogé sur pourquoi Mégantic, sa série, ne tirait pas le fil des procès, de la responsabilité, de l'intellectualisation, des punitions face à ce qui est arrivé. Et il l'a été par Isabelle Craig à Tout peut arriver, l'émission de Marie-Louise Arsenault. Et il répondait ceci. On l'a fait dans l'épisode 7. Oui, qui est mon préféré, d'ailleurs. C'est ça. Mais l'épisode 7... Où il y a le conducteur qui est au cœur de l'interrogatoire, complètement. Oui. Je l'ai fait là parce que je me suis dit... Qui est une victime, en fait, lui-même. Oui, mais c'est parce que je suis pas sûr que ça aurait fait une très bonne dramatique, l'enquête de ça, parce que les causes sont évidentes. Il va y avoir le documentaire de Philippe Falardeau aussi. Oui, mais imagine le build-up. C'est pas juste ça, Philippe. Parce que, en tout cas, j'en reparlerai une autre fois, mais oui, je comprends, mais en même temps... Parce que c'est d'une telle injustice. Oui, mais c'est comme me dire que les politiciens sont menteurs. C'est évident, on le sait tous. Moi, je suis pas Quelle réponse étrange. Oui, je suis pas du tout d'accord avec lui, parce que, d'abord... Hélène, j'ouvre une parenthèse. On avait reçu Anne-Marie Saint-Cerny à la balado. L'épisode, saison 3, épisode 21. Si vous allez sur lefredsavant.com, vous pouvez faire dérouler les saisons. Anne-Marie Saint-Cerny qui a écrit le livre sur Mégantic. Et c'est une charge politique extraordinaire qui, au contraire, aurait fait une sale série. Pas juste ça, mais il aurait fallu avoir les deux. Parce que si on est juste dans l'émotion des victimes... il a raison. Il y a quand même un épisode qui est celui consacré à ce... Et un documentaire qui va être diffusé par Radio-Canada à 23h10 un dimanche soir. Probablement. Mais au-delà même de la question de Mégantic, les films ou les séries de procès, c'est un genre en soi et c'est
passionnant. Oui. Même Tout si à on fait. n'est pas dans l'illustration Oui. humaine des catastrophes, c'est absolument palpitant. Mais Mais l'avant aussi. oui, Là, le procès, j'avoue, puis il y a eu une pièce de théâtre aussi. Mhm. Bon, mais le livre d'Anne-Marie Saint-Cerny, c'est tout tout ce que les politiciens n'ont pas fait. c'est ça. Et Où ont fermé les yeux. Et moi, je pense qu'ils sont pas allés là parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que beaucoup de ces gens-là sont encore en poste. sur des CA, Oui. dans des banques, sont sénateurs, ils sont encore actifs, puis ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Ben, la série finit en nous disant qu'il n'y a pas eu de procès. Non. Quoi. Il n'y a pas eu de responsable, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas d'autres accidents parce qu'ils n'ont C'est pas ça. fait grand-chose Non, pour c'est changer ça, les ça choses. n'a pas changé Non. énormément. Non. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de trouver une explication à ce recours quasi systématique aux émotions pour nous réconforter collectivement au Québec. J'ai l'impression que on a internalisé ce processus cathartique par la fiction, donc on pleure pour survivre, en gros. On n'intellectualise pas comme en France parce que c'est d'abord une différence de nature nationale, j'ai Tout à fait. l'impression. On est issu de la culture orale. Exact. Ici, on parvient à faire de nos émotions, même les plus violentes, un outil. Alors qu'en France, elles restent vues comme quelque chose d'inférieur à l'intellect. Ouais, ce qui a tendance à ne plus laisser surnager que la colère comme Ouais. émotion. Ah ouais. Parce que toutes les autres... Je serais bien en France. moi. Moi, probablement. Toutes les autres, notamment la tristesse, Ouais. le désespoir, en gros, je résume grossièrement, mais on est vu comme une chochotte si on les exprime. Ah ouais. C'est vrai. Alors, pourquoi... Bon, on n'est peut-être pas ici dans cette... Heureusement, on n'est pas dans cette conception de l'émotion, mais on peut se dire, pourquoi nous, on mythifie pas alors, comme aux États-Unis? Là, je crois que ça s'explique par le fait qu'au Québec, collectivement, on n'a pas vécu ce qu'on pourrait appeler la catharsis de la séparation. Oh. Ouais, C'est ce que tu veux dire? les fameux référendums perdus. Ah. Parce que en les perdant, ça a produit l'idée collective qu'on ne pouvait pas au Québec produire de héros, de gagnants. Dans Mégantic, il y a un personnage qui s'appelle Marco, qui est interprété par Karl Farah, qui accomplit un acte héroïque durant la tragédie, mais on le voit par la suite, dans les épisodes qui suivent, être complètement submergé par l'étiquette de héros qu'on veut lui coller. Il n'arrive pas à l'assumer, il la refuse. Et la fiction québécoise a plus que souvent tendance à rejeter cette idée du héros, parce que oui, je le pense, l'histoire nationale de la province empêche cette identification, cette catégorisation. Et en l'empêchant, on fait aussi en sorte de créer une sorte de paravent avec nos fameuses émotions qui nous empêchent de nous servir de nos fictions pour identifier le bien ou le mal, d'où peut-être ce refus de Mégantic d'aller explorer la piste plus politique. Et encore une fois, je ne cherche pas à dire que l'intellect c'est mieux, Non. que le mythe c'est positif, que les émotions c'est nul. Mais je pense qu'il y a quand même dans nos fictions, en particulier dans les fictions qui affrontent les tragédies réelles, de quoi mieux se comprendre, de quoi mieux comprendre qui on est collectivement. Et ça, c'est le véritable super pouvoir de la fiction. C'est celui de savoir nous tendre un miroir où on peut se lire, tous et toutes, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on est justement en train d'y lire. Mais avez-vous l'impression que il n'y a pas quelque chose d'un peu un manque de maturité collective aussi à rester... Là, je dis pas que l'émotion est quelque chose... Mais je pense que dans l'idéal, on aurait les trois en même temps. On aurait le mythe, on aurait le cérébral et on aurait les émotions. Mais ça existe une fois tous les 60 ans. Ouais. Hein, chaque pays ou chaque fiction nationale, il va lui manquer quelque chose parce qu'elle n'a pas les trois. Ouais. Moi, je pense que c'est un équilibre des trois qu'il faudrait essayer de trouver. Réflexion vraiment intéressante. Maxime? Bonjour, Monsieur Savard. Est-ce que vous regardez la télé, vous? Il n'y en avait pas au Moyen-Âge. Fait que non. Ouais, moi, je ne fais que ça. Non, oui, j'écoute, mais moi, la télé québécoise a tendance à m'ennuyer. Je sais que je suis un représentant de ma génération. C'est vrai, vous êtes assez jeune. C'est ça. Moi, la dernière grande série que j'ai adorée, ça reste Série Noire. Ah oui, mais quand même, oui. Pas C'est comme ça que je t'aime? Vous n'avez pas suivi... Oui, mais moins que Série Noire. Ouais, je comprends. Je pense qu'il y avait quelque chose d'audacieux, de très, j'allais dire presque américain dans Série Noire, très Netflix. Ouais. Puis qui,
moi, peut-être me touche plus parce que j'ai grandi avec ce type de fiction-là. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'audacieux qui s'adressait peut-être plus à ma génération que la fiction télé grand public qui, je pense, ne s'adresse pas à ma génération du tout. Non, effectivement. Bon, parlons de neutralité. Oui, je suis désolé. On va aller ailleurs. Non, mais c'est toujours intéressant de mettre des... ça permet de mieux vous connaître, en fait. Les auditeurs aussi, là. Vous n'êtes pas seulement une étrange créature qui s'intéresse au Moyen-Âge. Mais je suis plein de choses. Mais oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de neutralité parce qu'on a beaucoup parlé de neutralité journalistique après le fameux texte publié le 13 novembre dernier par François Cardinal où il présentait les journalistes comme des espèces d'êtres de pure énergie, dénués de la moindre grille d'analyse, surnageant les réalités des pauvres humains. Puis d'ailleurs, Philippe de Grosbois est venu vous en parler notamment. Puis je suis pas un expert en journalisme, je suis pas un expert en médias, mais j'ai les connaissances et les capacités pour reconnaître que le débat sur la neutralité et l'objectivité, c'est quelque chose qui concerne la communauté historienne depuis le 19e siècle. C'est un débat constant depuis, je vais dire, la professionnalisation du métier d'historien, d'historienne. Fait que j'en viens donc à une question classique. Est-ce que c'est possible d'être neutre et objectif en histoire? Parce qu'à chaque fois qu'un historien ou une historienne au Québec intervient dans le débat public, ses opposants vont lui dire « Ah, vous êtes un militant, vous êtes subjectif, vous ne faites pas dans la science. » on a fait j'ai fait une petite blague sur Laurent Turcot en introduction, là, mais souvent, puis vous l'avez dit aussi sur les réseaux sociaux, on aime ça au Québec, les historiens, quand ils nous racontent. Oui, ben je l'ai dit dans Pivot, dans mon dernier texte publié dans Pivot. On aime les conteurs, dans le fond. Là. Puis je pense que c'est... Au détriment un peu de la démarche scientifique. De l'analyse. Oui. Puis souvent, le fait de jouer les compteurs, ça permet d'un peu de se camoufler derrière une fausse neutralité. Non, moi je rentre pas dans les débats, mais l'histoire, ça sert à rentrer dans les débats. À quoi on sert si on fait pas dans le débat? Non, c'est ça. Quand on aborde le passé, nécessairement, on travaille sur des traces. On fait dans la reconstruction qui est toujours imparfaite. Évidemment, il y a toujours un certain nombre de faits solides sur lesquels on peut tous s'entendre. L'Holocauste a bien eu lieu, René Lévesque a bien existé, la loi 101 a bien été adoptée. Oui, évidemment. On peut tous s'entendre là-dessus. Alors là, les gens vont dire, ben voilà, il suffit de prendre ces faits-là, les mettre bout à bout, puis voilà, c'est ça le métier d'historien, vous racontez des trucs, vous les mettez bout à bout. Mais évidemment, une grande part du métier de l'historien et de l'historienne, c'est faire de l'analyse, de la conceptualisation, de la mise en ordre, de la mise en relation. Puis ce qui va varier, c'est pas nécessairement le fait solide, c'est ce qu'on va en faire. C'est de quelle façon on va l'analyser. Et n'oublions pas que les faits, là, évidemment, vous parlez de la loi 101, c'est récent, mais ce qui reste, c'est partiel. Exactement. De l'histoire. On n'a pas tous les documents. Et plus on recule dans le temps, plus c'est partiel. Ça. Voilà. Donc, il faut faire de la reconstruction. Il faut combler les trous. Mais même pour les trucs les plus récents, tu sais, tout événement est une construction intellectuelle. La Révolution tranquille n'existe pas comme ça dans les airs, il suffit d'aller la saisir. Oui. C'est une construction a posteriori des gens qui ont décidé de l'appeler Révolution tranquille. Oui. D'ailleurs, le seul mot Révolution tranquille, on a l'évidence d'une prise de position, d'appeler un événement et non pas l'appeler grande débauche, je sais pas. Technocratique. Voilà. Il y a une prise de décision qui est éditoriale. Mais même si on s'en tient, on fait pas de l'analyse, puis on s'en tient aux faits les plus solides, puis c'est un peu là-dessus que je veux insister et faire le lien avec le journalisme, même quand on s'en tient aux faits les plus solides, chacune des étapes d'une recherche est faite de choix plus ou moins éditoriaux qui ne sont jamais neutres. D'ailleurs, le simple choix d'un sujet. Oui. Pourquoi tu as décidé de travailler sur le PQ dans les années 70 et pas le FLQ? Oui. C'est une prise de décision qui n'est pas objective, qui n'est pas neutre, et inversement. Le choix de tel ou tel acteur, les points de vue de tel ou tel acteur. Pourquoi parler de la conquête en s'intéressant principalement au point de vue des Français et des Anglais, mais pas parler de celui des Autochtones? Tout à fait. Et inversement, pourquoi parler de seulement celui des Autochtones et non pas celui des Français ou des Anglais? Si, mettons, vous traitez de l'homosexualité à Montréal au 19e siècle, pourquoi utiliser les sources produites par la police et pas utiliser les sources produites par la communauté homosexuelle? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre objectivement. Mais j'ai l'impression... Est-ce que la quantité des sources va influencer peut-être un historien? Évidemment. Et là, forcément, peut-être qu'il y en aura plus du côté de la police que de la communauté. Et là, c'est ce qu'on appelle en histoire un effet de source. Non, nécessairement, les institutions officielles vont toujours produire davantage de sources que les ouvriers, les paysans. Et ça, ben, c'est évidemment l'effet de source.
les historiens et les historiennes doivent en être au courant. Il faut composer avec. Il faut composer avec, mais il y a quand même le choix de traiter. Je vais utiliser cette source-là plutôt que cette source-là. C'est une prise de position et on ne peut pas se cacher. Non, moi, je suis un historien neutre et objectif, toujours. Ouais. Non, il y a des prises de décision. Mais c'est ce qu'on vient de dire avec Mégantic aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on le regarde du point de vue des victimes ou on le regarde du point de vue politique, du procès. Fait à chaque fois, l'angle selon lequel on regarde va influer sur ce qu'on raconte. Absolument. Et le réel problème, c'est quand les historiens et historiennes, collectivement, ont de la difficulté un peu à prendre conscience de tous ces phénomènes-là, tout comme les journalistes, de prendre conscience des structures, notamment, dans lesquelles ils s'inscrivent. Parce que c'est un peu là où je vais en venir, c'est... les historiens et les historiennes sont des produits de l'histoire. Eux-mêmes, ils sont dans l'histoire et ils expriment des points de vue historiques à un moment déterminé. T'sais, par exemple, c'est la communauté historienne qui fixe un peu collégialement les sujets qui sont dignes d'intérêt. On considère que scientifiquement, ce sujet-là mérite d'être traité. Il mérite qu'on fasse un doctorat sur ce sujet-là plutôt qu'un autre. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut que les sujets soient approuvés. Absolument. Puis, il faut aussi qu'un éditeur décide que ça mérite d'être publié. Oui. Après ça, nous sommes nécessairement des individus historiquement déterminés collectivement ou individuellement. On est dans un contexte politique, idéologique, social, sur le champ des structures très larges. On est dans un monde libéral, néo-capitaliste, etc. On vient d'un... Toujours en Occident, bien que les fondations sont menacées par le wokisme. Voilà. On est à ça de l'effondrement. Et là, ici, l'espace entre mes doigts est très petit. Oui, les gens ne le voient pas à la maison, mais c'est très petit. Ensuite, on vient toujours d'un contexte social et économique. Oui. Les départements d'histoire au Québec sont très blancs. Heureusement, maintenant, il y a une plus grande parité homme-femme, mais n'en demeure pas moins que c'est très blanc, c'est plutôt privilégié. Il y a davantage de fils de notaires d'Outremont que de fils d'ouvriers, disons. Puis ça, nécessairement, ça va influencer les champs d'intérêt, les prises de position. Et il y a les positions individuelles. Chaque individu a des positions individuelles, des valeurs, des traumatismes. J'avais une amie à l'université qui disait souvent que chaque choix de sujet de recherche est lié à quelque chose de psychosexuel. Donc, il y a toujours un trouble profond qu'on cherche à aller sur le Moyen-Âge. Oui, mais les rituels. Qu'est-ce que ça dit sur les rituels? Dans les rituels, il y a quelque chose de très psychosexuel. Phase anale, tout ça, il y a quelque chose à fouiller de ce côté-là. Et évidemment, chaque historienne, même s'il travaille sur la période la plus éloignée, va toujours chercher à répondre à des inquiétudes contemporaines. Ah oui! Même inconsciemment. Mais c'est pas un hasard si, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les enjeux queer de toutes les périodes, de l'Antiquité à nos jours. Parce que ce sont des enjeux qui nous touchent aujourd'hui et qui touchent les gens qui peut-être qui vont aller en histoire. Si vous êtes une personne queer qui a l'étude en histoire, peut-être que ça va vous tenter de dire, OK, comment ça se vivait, ce phénomène-là, dans l'Antiquité la plus lointaine? Et encore une fois, le problème intervient quand le chercheur ou la chercheuse ou le journaliste peine à prendre conscience de ses propres biais personnels, de voici de quelle façon mon origine socio-économique peut influencer mon travail. Je doute que ce journaliste de la presse cette semaine qui a parlé de la hausse du salaire minimum en interrogeant que des employeurs a eu une réelle réflexion épistémologique sur la signification profonde du choix de ses sources, ou que les journalistes qui ont démembré la fameuse taxe orange de Québec solidaire se sont interrogés. Pourquoi ça les agitait autant, ce sujet-là? Est-ce que ça exprime pas aussi un certain positionnement social des gens qui commentent? Peut-être que des journalistes ont été étonnés d'apprendre qu'ils ne faisaient pas partie de la classe ouvrière. Effectivement. Puis, sauf à Babar, je pense qu'ils n'étaient pas si surpris, eux autres. Voilà. À Pivot non plus. Au 19e siècle, c'est ça, je veux vous donner quelques exemples de quelle façon tout ça se matérialise. C'est ça. Puis au 19e siècle, par exemple, en France, c'est là qu'un peu que la profession historienne s'est construite. On est en plein mouvement de construction de l'État national français. On est dans une logique où on veut donner une légitimité historique à la Troisième République après des périodes de révolution et de contre-révolution, puis on veut installer cette République bourgeoise. N'oublions pas que le récit national, là, c'est récent. Là, oui, ça se construit au 19e siècle. Et ces premiers historiens-là, issus de la bourgeoisie,
justement, veulent asseoir la légitimité de cet État bourgeois. Tout à fait. Là, on est aussi passé la Commune de Paris, les tentatives de soulèvement socialiste. Le niaisage, c'est fini. Là. Oui, c'est fini. Là, on installe l'État. Et ce n'est pas un hasard que ces historiens-là vont essentiellement faire de l'histoire des institutions pour montrer de quelle façon la République française s'est progressivement construite. Donc, on va utiliser les sources officielles, les sources légales, les sources issues des grands monarques, pour montrer voici comment légalement tout ça s'est construit. Sauf que on n'interroge pas la vie paysanne, on n'interroge pas les mouvements ouvriers, parce que c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas jugé comme des sujets dignes d'intérêt, parce que ça ne répond pas aux besoins sociaux de la classe dominante, parce que finalement, ces historiens-là en viennent à présenter les positions de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie. Et donc, on voit comment le contexte social et économique et l'origine sociale et économique des historiens influencent nécessairement leur choix. Dans les années 30, on a ce qu'on appelle l'histoire sociale qui va émerger. Les années 20e siècle, 1930. Oui, à peu près. Donc, un peu à l'avant-guerre, mais ça va surtout se développer dans l'après-guerre. Ces gens-là vont beaucoup être influencés par les mouvements socialistes. Ben oui. On va se mettre à dire non, on en a marre un peu de travailler juste sur les sources officielles et de parler juste des grands. On veut parler des mouvements ouvriers. On veut parler de comment ça se passe dans la vie du paysan au Moyen-Âge quotidien. Comment s'exprime son rapport avec son seigneur. Quels sont les rapports d'exploitation qui sont forgés. Il y a l'influence de l'analyse marxiste qui rentre là-dedans aussi. Donc, et pour ces gens-là, cette histoire-là devient... Oui, un engagement politique, mais aussi un engagement intellectuel. On veut brasser la cabane un peu puis montrer, voici comment la société dans laquelle on vit s'est construite sur le dos de gens que les historiens de la génération précédente jugeaient impertinents. Ben oui. Et là, on en vient à une grande question. Au nom de quoi ces gens-là sont plus ou moins neutres que les bourgeois qui travaillaient sur les sources officielles? Au nom de quoi la source institutionnelle serait plus neutre et objective que l'écrit d'un ouvrier, l'écrit d'un soldat dans la tranchée qui parle des conditions de vie et qui n'a pas envie de monter sur... de sortir de la tranchée pour aller se faire tuer dans une boucherie impérialiste. Tout à fait. Au nom de quoi l'un serait plus neutre et objectif que l'autre, alors qu'on a souvent tendance à juger que un peu naturellement que les sources institutionnelles ont une source de lustre et de neutralité. Les gens qui vont hors de ça vont justement se faire accuser de manquer d'objectivité. D'être des militants. Oui, de prendre parti. Et c'est paradoxe parce que le seul fait de souligner l'exploitation dont, par exemple, serait victime un ouvrier du 19e siècle va être perçu comme un manque de neutralité ou une façon de prendre parti. Et votre exemple de tout à l'heure de l'article de la presse sur l'augmentation du salaire minimum, et on donne le point de vue seulement... Oui, voilà. Ça, c'est une prise de position, là. C'est une prise de position. C'est du militantisme. Mais qui ne dit pas son nom. Non. Même si le journaliste, c'est absolument rigoureux, c'est pas ça le débat ici qui est fait, mais le seul fait de choisir un sujet, une position, des intervenants, c'est une position éditoriale. Tout à fait. Et il ne s'agit pas nécessairement de le condamner, mais de le reconnaître. Oui, on peut le condamner aussi. Mais c'est pas possible, de toute façon, que ce soit de l'histoire ou une information... parfaitement objectif. Ça n'existe pas. Non, parce que l'objectivité, ça implique qu'on fait de la chose un objet, qu'on pourrait le regarder sous un microscope et qu'on pourrait le voir dans la totalité. Mais c'est impossible. Mais les sociétés, ce n'est pas des atomes qu'on peut regarder sous toute leur couture. Non. Bon, on peut pas non plus en sciences pures, mais là, on n'entrera pas dans le débat. Puis, on pourrait dire la même chose. Oui, actuellement, là, c'est quoi les grands courants historiques? Voilà. L'histoire sociale, par exemple, s'intéressait pas beaucoup aux personnes racisées, aux autochtones, aux personnes de la communauté LGBTQ+, parce qu'on était très dans, par exemple, les mouvements ouvriers. On était plus méta. Mais là, au 20e, 21e siècle, premièrement, ces personnes-là de ces communautés-là ont commencé à se faire historiennes. Et ont commencé à vouloir éclairer leur propre lutte, ce qu'ils ont, ils et elles, vécu. Et ils ont aussi mis au point des nouvelles grilles d'analyse pour étudier les mêmes époques, les mêmes événements, mais avec une nouvelle lentille. C'est bien joli, l'histoire des ouvriers, mais qu'en était-il par exemple, de l'homophobie qui agitait les mouvements ouvriers, ce qui est une réelle chose dans les mouvements. Et la misogynie, probablement aussi. La misogynie et l'homophobie, c'est quelque chose sur lequel a été beaucoup travaillé. 19e, 20e siècle, les mouvements marxistes-léninistes étaient souvent férocement misogynes. Ah ouais. Parce que
le féminisme était perçu comme une lutte d'arrière-garde, il faut faire la révolution des ouvriers avant, et après ça, on parlera de cette lutte d'arrière-garde, voire bourgeoise, qui est celle des femmes. C'est un exemple comme un autre. Mais les historiennes féministes ont fait un gros travail aussi, surtout depuis l'après-guerre, pour dire hey, ben, les gars, vous êtes bien jolis avec vos mouvements ouvriers, mais il y a les ouvrières aussi. Donc, parfois, ouvertement militantes, ces gens-là qui investissent la communauté historienne veulent, c'est ça, brasser la cabane et aussi déconstruire, sont beaucoup dans la déconstruction des grands récits, notamment les grands récits nationaux, les grands récits glorieux des bâtisseurs de jadis. Et là, on rentre encore dans un paradoxe qui m'intéresse beaucoup, c'est tu sais, aux États-Unis, on en a beaucoup parlé, il y a une panique morale aux États-Unis qui est celle de la Critical Race Theory. C'est l'idée d'étudier le rôle fondamental qu'occupe le racisme, notamment dans la société, mais aussi l'histoire des États-Unis. Et même pour un historien, une historienne qui ne serait pas, tu sais, pas avec une pancarte, pas militant féroce, mais le seul fait de dévoiler ça, voici le rôle qu'occupe le racisme, est perçu comme une prise de position. Et dit, ben voilà, t'es militant, t'es pas neutre, parce que, premièrement, tu déconstruis le récit. Non, mais ça montre comment la neutralité peut devenir un outil politique. Absolument. Pour taire. Absolument. Des injustices. Et généralement, ceux qui se revendiquent de la neutralité ont, comme par hasard, tendance à défendre le statu quo. Ah, tiens. Parce que ça me fait penser à ces économistes qui se cachent derrière un peu leurs chiffres pour dire non, regardez, moi j'ai des tableaux, je suis objectif, j'ai des chiffres, je suis objectif. Ou je suis d'extrême centre. Oui, voilà, je suis d'extrême centre. Habituellement, l'extrême centre est toujours à droite. Oui, c'est ça. Généralement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne peut jamais s'en sortir parce que si vous parlez de l'histoire des États-Unis sans parler du rôle fondamental du racisme, vous passez à côté de quelque chose. Mais si vous décidez de parler que de ça, il y a quand même une prise de position si vous insistez là-dessus. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Non. Quoi que vous fassiez, vous pouvez dire ah non, moi je suis dans le milieu, je prends pas position, mais ne pas prendre position est une prise de position. C'est la fameuse ligne qui dit qu'on peut pas rester debout sur un train en marche. Non. Donc, il y a toujours prise de position, et si vous prenez pas position, vous prenez position. Mais la deuxième grande question que je veux poser, c'est que faire? Oui! Comme disait Lénine, que faire? Mettons qu'on sait. Non, mais... Est-ce qu'on a eu une citation de Lénine? Oui, on vient d'avoir... Oui, là, on sait que la neutralité n'existe pas. On doit continuer à faire de l'histoire. On doit continuer à faire de l'histoire. De la plus rigoureuse possible. Comment on fait? Et je ne suis pas en train de dire, comme peut-être certaines personnes qui ont tombé un peu dans l'excel l'ont fait, dire c'est impossible d'être subjectif, donc j'y vais à fond dans l'absence de rigueur et je fais juste de l'essai militant. Non, c'est pas ça. Il y a un entre-deux. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter les faits et la rigueur à la poubelle. Mais je voudrais ici reprendre l'analyse que fait l'historien Antoine Prost pour dire que le problème... C'est qui ça, Antoine Prost? C'est un historien français. OK. Je peux pas offrir davantage de détails. Il est toujours vivant? Il est toujours vivant. OK, bon. Il a écrit un livre qui s'appelle 12 leçons d'histoire, qui est un ouvrage fondamental qu'on fait souvent acheter aux étudiants de bac. OK, c'est ça. C'est ça que je veux savoir. Voilà. Qui dit que le problème avec les historiens qui se disent non engagés ou strictement scientifiques, c'est qu'ils risquent de manquer de lucidité parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de réfléchir aux motivations qui les poussent dans leur métier. Sur leur pratique, Il ne dit pas aller à fond dans la subjectivité. Il les invite à prendre connaissance de leurs biais, de ce qui les anime, de leur subjectivité, et pas d'abandonner la rigueur. Moi, je dis c'est un historien, une historienne qui va dire « Oh non, moi, je suis complètement neutre. C'est un red flag, fuyez. » Parce que cette personne... Tout ce que ça vous dit, c'est que cette personne-là n'a pas réfléchi à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Moi, je ne suis pas neutre. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas rigoureux. Non, tout à fait. Mais est-ce que ça impliquerait d'aller jusqu'à quelque chose où chaque historien, historienne qui prend la parole devrait peut-être commencer en disant d'où il ou elle parle? Ben, dans une thèse, c'est ça qu'on fait. Voici c'est quoi ma grille d'analyse. Voici c'est quoi les sources que j'utilise et pourquoi je les utilise. Évidemment, on va rarement dans « j'ai vécu tel traumatisme dans ma vie et voici pourquoi j'en parle ». Psychosexuel. Non, voilà. Mais c'est là que j'en viens de les choses
qu'il faut faire, et l'élément central, c'est la transparence. Ne rien cacher au lecteur, présenter clairement son positionnement, qu'il soit méthodologique, analytique, politique, expliquer précisément notre démarche, les sources qu'on utilise, les raisons pour lesquelles on les utilise, pour que le lecteur, la lectrice sache exactement à quoi s'attendre et qu'il lui soit possible de refaire le même processus intellectuel qu'on a fait en allant fouiller dans les sources qu'on a utilisées, notamment. C'est intéressant. Si je lis Éric Bédard, donc historien avec lequel je suis à peu près jamais en accord, mais je sais qu'il est nationaliste et conservateur. Oui. Et je sais aussi qu'il sera honnête dans sa démarche, qu'il citera ses sources dont il s'inspire, qu'il respectera une méthodologie qui est stricte et bien établie. Oui. Et je sais aussi qu'il sait distinguer ses ouvrages scientifiques de ses prises de position citoyennes. Tout à fait. Qu'il ne parlera pas comme il parle dans une lettre ouverte, qu'il parle dans un ouvrage. Oui. Donc, je suis au courant. Ça ne veut pas dire que son livre est mauvais. Peut-être que je ne serai pas en accord avec lui, mais je sais à quoi m'attendre. Oui. Ensuite, l'intégrité. On peut pas se dire je suis biaisé donc je peux tout dire. L'intégrité, c'est une façon de se prévenir contre ses propres dérives. Donc d'une part, ça veut dire se présenter de façon honnête, je l'ai dit, mais ça veut dire aussi au mieux présenter le point de vue qui pourrait aller contre le nôtre. Tout de même. Avoir cette honnêteté, c'est voici ma position, mais voici d'autres grilles d'analyse. Voici d'autres positions qui pourraient invalider cette prise de position-là. Avoir cette honnêteté-là. Et je vais donner un exemple très concret, le fameux débat sur l'antisémitisme de Lionel Groulx. Oui. Si je parle de Groulx sans mentionner qu'il a tenu des propos assez limites et qu'il a fréquenté des milieux férocement antisémites, je fais une faute. Ouais. Mais si, inversement, je note pas les passages où il condamne ouvertement l'antisémitisme, je fais une faute aussi. Tout à fait. Donc, il faut présenter quand même cet état de fait-là. Il faut avoir cette honnêteté-là. Même si ma position, c'est que Lionel Groulx est antisémite, je dois présenter les positions qui invalident cette position-là. Et aussi rappeler l'époque, rappeler qu'il y avait ce sentiment-là était partagé par beaucoup trop de gens dans plein de milieux. Et bon, voilà. Exactement, c'est là que j'en viens. C'est là où j'en viens, pardon. C'est il faut présenter le contexte et non pas juste aller dans le jugement. Donc, c'est pas le rôle de l'historien ou de l'historienne de dire il est mal d'être antisémite. Ça, c'est pas intéressant. Ou on peut le faire, mais dans un essai. Tout à fait. Mais on peut dire, voici le contexte social et politique dans lequel émerge cet antisémitisme-là. Voici comment il s'exprime dans la vie quotidienne. Et voici ce que les gens de cette époque-là pensaient de cet antisémitisme. Tu sais, il y a un grand historien, Henri-Irénée Maroux, un grand historien spécialiste du christianisme français, qui est même venu enseigner à Montréal, à l'Institut d'études médiévales, un religieux, un catholique d'ailleurs. C'était quand c'était des dominicains qui avaient cette affaire-là. Puis il dit, on peut pas dire qu'un général, mettons de l'Antiquité, était un mauvais général. Mais on peut dire que les gens de son époque le considéraient comme un mauvais général. Pas pareil. On peut pas dire qu'il était un mauvais général, mais on peut dire, dans les époques suivantes, on ne se battait plus de cette façon-là pour telle raison. Donc, il y a une ligne à ne pas dépasser. De ne pas tomber dans l'essai militant et dans le jugement. C'est toujours, il y a une ligne classique en histoire qui dit « always historicize ». Toujours historiciser, mettre dans son contexte historique. Après ça, il revient au lecteur ou à la lectrice de faire un jugement qui va extirper de ça, mais c'est pas le rôle de l'historien et l'historienne. Mais c'est tout à fait possible de dire, par exemple, voici les profondes inégalités sociales qui animaient l'époque sur laquelle j'étudie, et voici les formes d'exploitation économique, par exemple, qui existaient. Après ça, je démontre avec des faits, voici pourquoi je considère que cette situation-là est une forme d'exploitation. Après ça, quant à la prise de position politique, ça vient après, ça vient chez le lecteur ou la lectrice, ou l'historien lui-même qui va faire dans la militance hors de cet outil scientifique-là. Donc, tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas... Il faut juger un livre ou un travail historique de par sa rigueur. A-t-il cité ses sources? A-t-il cité les bonnes sources? A-t-il montré le plus de côtés de la médaille qui en était capable ou qui était possible? Et en admettant aucun journaliste,
aucun historien, aucun sociologue, aucun scientifique ou personne qui prend la parole dans l'espace public sur des phénomènes sociaux ne peut être parfaitement neutre et objectif. Et l'objectif de ça, c'est d'en prendre conscience, de se modérer soi-même, de s'assumer et de prévenir le lecteur ou la lectrice. C'est pour ça que ça m'embête quand, à un moment donné, Paul Journet était tout heureux de dire qu'à la presse, on ne prenait plus de position éditoriale sur les élections. Et il était très content de ça. Moi, ça m'embêtait plutôt parce que j'étais content. Ben voilà, c'est le journal qui assume sa position. Voici quelle est notre ligne éditoriale qui nous lie, parce qu'un journal, c'est un combat intellectuel. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant en France où on a des journaux avec des lignes éditoriales centre-gauche, centre-droite. Et là, on sait à quoi on a affaire. Je sais que si je lis le Libé, ça ne sera pas la même chose que si je lis le Figaro. C'est quoi les lignes éditoriales officielles au Québec? La presse, il faut fouiller, il faut être un peu... Ben, je pense il faut réfléchir. Je pense que leur passé fédéraliste est encore là, bien que les démarrais sont plus à tirer les ficelles. Oui, mais il faut fouiller la question, justement. Ce n'est pas écrit en noir sur blanc. Non, c'est ça. C'est ça. Il faut être un peu un intello, quelqu'un qui est passionné des médias pour... Mais vous avez raison, puis même le devoir, c'est pas clair. Ça l'était, mais ça l'est plus. Là, ça l'est plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les médias, on essaye d'atteindre cette pseudo-objectivité ou neutralité parce que on est dans une situation où ne s'adresser qu'à un seul camp ne permet pas de survivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lecteurs. Ça reste des machines à vendre. Exactement. Là, fait que si on dit, moi je suis un journal de gauche, on sait immédiatement qu'on se coupe de X nombre de lecteurs-lectrices et donc on ne survit pas. Mais Pivot... Oui, mais Pivot, qui assume le fait d'avoir un autre... Voilà, mais ils n'ont pas beaucoup de ressources, c'est ça. Ils ont 3-4 journalistes. Et qui n'ont pas vocation d'être un quotidien national, c'est sûr. Donc voilà, c'est un appel plutôt à l'auto-réflexion et à la... En histoire, oui, là, on n'a pas des journalistes, mais là, c'est quand même... Donc, l'important, c'est de réfléchir à ses propres pratiques, tout simplement. Et c'est ça que je lance. Et non pas un abandon de la rigueur. Et la reconnaissance de ses biais, ce n'est pas une admission d'un manque de rigueur. Au contraire, c'est la forme par excellence, pour moi, de la rigueur. Maxime Laprise, oui, mais merci, parce que on a fait des blagues sur Laurent Turcot, mais c'est que souvent, l'histoire au Québec, on aime ça. Tu sais, avant ça, il y avait Jacques Lacourcière. Puis il y avait, je pense, c'est Trudel là, qui était très truculent aussi. Mais j'aime ça, votre rapport à la balado, parce que vous nous aidez à réfléchir sur c'est quoi faire de l'histoire. Et non pas le produit fini, c'est-à-dire raconter. Mais raconter Pauline Julien, je veux bien, mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir. Moi, c'est ma grande critique de ces grands historiennes médiatiques, c'est qu'ils ne se mouillent pas. Est-ce que finalement, c'est vraiment des historiens ou des vulgarisateurs? Et là, c'est une ligne extrêmement complexe. Et est-ce que le fait de raconter, et c'est ce que j'évoque dans mon article dans Pivot, est-ce que le fait de raconter, c'est de la vulgarisation? Parce que le travail de l'historien-historienne, ce n'est pas de vulgariser, c'est d'analyser. Donc, si on voulait réellement faire de la vulgarisation, on ferait de l'analyse. Voici, je vous apporte mon analyse de tel phénomène. Je comprends. C'est moins le fun. C'est moins le fun. C'est moins le fun à Salut Bonjour. Voilà. Le dimanche matin. Ça passe moins. Merci beaucoup. Alors, se joint à la conversation de cet épisode qui, ma foi, roule... c'est dodu. Roule roman. Pauline Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes... là, vous allez voir, là, c'est vraiment bien intéressant ce qu'on va aborder. Vous êtes éditrice chez Éco-Société? Oui, je suis éditrice d'une toute nouvelle collection destinée aux ados qui s'appelle Radar. Vous allez trop vite. Non, mais c'est correct. Éco-Société, on en parle souvent ici. Oui. Parlons un peu d'Éco-Société. Pour les gens qui ne connaissent pas bien cette maison d'édition. Bon, alors, Éco-Société, c'est une maison qui existe. Cette année, on fête nos 30 ans. Oui. C'est une maison engagée. Oui. C'est une maison qui vise essentiellement à parler des enjeux sociaux, environnementaux, politiques. Une maison identifiée de gauche. Oui, quand même. Que certains connaissent à cause de l'histoire de Noir Canada il y a quelques années. À l'époque, oui, tout à fait. Le mandat de la maison est resté le même. Oui. Brasser la cage. Brasser les cages. Oui, c'est drôle, ça, brasser les cages. Et vous êtes éditrice depuis longtemps? Depuis une année et demie. Ah, OK, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Comment on arrive?
À devenir éditrice? Ben, c'est un peu un concours de circonstances et un parcours professionnel un peu logique. Oui. J'ai travaillé tout le temps dans le milieu de l'édition. J'ai été représentante pour plusieurs maisons d'édition québécoises et européennes. Je me suis beaucoup intéressée à des enjeux de société. Je suis une militante. Oui. Et puis, ben, c'est comme ça qu'Éco-Société m'a dit quand j'ai pris ma retraite. Laisse faire la retraite. Attendez, puis... votre retraite du militantisme ou votre retraite... Non, la retraite professionnelle. On ne prend jamais notre retraite du militantisme. Je pense que non. Même que je trouve qu'en vieillissant, je suis plus crinqué qu'avant. Oui. Alors qu'on souvent on dit que c'est l'inverse en vieillissant. C'est vrai, hein? Ouais. C'est pas vrai. Il y a plus de raisons d'être en colère. Je suis plus fâché en vieillissant que quand j'étais jeune. Ouais, voilà. OK. Bon, et là, il vous sort de votre retraite et là, il vous propose un super projet. Oui. Qui est Radar. Oui, bien Radar, en fait, c'est né d'un désir d'aller chercher un lectorat dont on s'occupe peu, c'est-à-dire les ados. Oui, en fait, on s'en occupe peu, à part pour souvent la BD ou même le roman jeunesse. On en entend beaucoup parler, mais l'essai pour les ados, moi, j'avais jamais entendu ça avant. Une maison d'édition qui se consacre à ça. C'est un peu normal, ça n'existe pas. Même pas ailleurs, en Europe, en France? Il y a quelques éditeurs qui, de temps en temps, vont, comme chez Villebrul, il y a quelques titres, là, mais il n'y a pas de collection réservée à ça. C'est du documentaire, en fait, ce qu'on appelle... Ben en fait, oui, on appelle ça du documentaire, mais la plupart des éditeurs, à partir de 14 ans, ils abandonnent un peu. Hein? Puis espèrent que ces gens-là vont revenir dans la vingtaine. Oui, ben moi, je crois pas au miracle. Là, mais... Non. mais pourquoi ils abandonnent, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on pense que les ados vont pas aller acheter de livres? C'est quoi la raison? Ben, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Là. Je crois que les raisons sont multiples. C'est juste que parler ado, écrire ado, c'est un peu casse-gueule. Ouais, on peut être pas cool facilement. Hein? Ben, en fait, je pense que c'est surtout ce qu'il faut éviter, c'est de se la jouer cool. Ouais, c'est ça. On n'est pas ados. Ouais. On le sait, ça, chez Éco-Société, on n'est pas des ados, on n'est plus des ados, mais on a une réelle volonté d'entrer en contact avec eux, par exemple. C'est vraiment une super idée, cette collection-là. Les auteurs, comment vous les choisissez? Comment on fait pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes qui vont écrire à cette clientèle-là? Ben, en fait, on a commencé par poser des questions aux ados. On a fait un sondage. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de lire? C'était quoi les sujets qui les intéressaient? Après ça, ben, on est allé à la pêche aux autrices et aux auteurs en fonction des thèmes dont les jeunes nous avaient parlé. Ce qui fait qu'on approche des gens qui ne sont pas nécessairement des écrivains ou des essayistes. Mais des gens spécialisés sur un sujet à qui on demande, ben écoute, ça ne te tenterait pas de parler aux ados? Fait que ça aussi, ça va être une voie différente déjà dans le milieu de l'édition. J'avoue, effectivement. C'est le côté défi aussi, là, mais en même temps, c'est très stimulant. Ben oui. Très stimulant. Et là, rappelons, évidemment, vous êtes ici parce que la balado se consacre beaucoup à mettre de l'avant les essais québécois, pas seulement québécois, mais la plupart du temps québécois. Parce qu'on a une tradition au Québec. Oui. On a une grande tradition de grands essayistes au Québec. On en a beaucoup, beaucoup, oui. Et depuis longtemps? Ben depuis à peu près toujours, je dirais. Ben, tout à peu près toujours. Et puis même les maisons généralistes, beaucoup de maisons littéraires d'ailleurs, pour adultes, entre guillemets, adultes, ont des collections d'essais. Fait que il y a des éditions qui ne font que de l'essai, mais c'est quand même depuis longtemps. C'est pour ça que c'est étrange qu'on n'ait jamais pensé à écrire pour les ados. Et là, c'est vrai que ça semble une évidence. Quand vous en parlez, on est comme, oui, tout à fait. Évidemment. Et bon, Pauline Gagnon, est-ce que l'édition en tant que telle, là, le livre physique, est-ce que on monte un essai pour ados de façon différente qu'un essai pour adultes? Ah, complètement. À quel niveau? Ben, à tous les niveaux, je dirais. D'abord, moi, j'ai une marotte dans la vie, c'est le confort de lecture. Oui. Parce que je viens de la promotion de la lecture. Alors, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup. Ça veut dire quoi, ça, le confort de la lecture? C'est-à-dire que vous dites aux gens, assurez-vous d'avoir un mobilier de qualité. Ou un bon coussin. Oui, exactement. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est d'abord de ne pas mettre les lecteurs en situation d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire pour des ados? Parce qu'on présume qu'ils sont pas tous... qui n'ont pas tous des habiletés de quelqu'un de 40 ans en lecture. C'est pas nécessairement des grands lecteurs encore. Pas nécessairement, et c'est surtout pas des lecteurs d'essais. Ils n'en ont pas. Voilà.
Alors, ça veut dire des chapitres assez courts. Ça veut dire une police de caractère qui respire, là, pas d'enjambement, là, de bord de thé. Pas des affaires médiévales comme Maxime Laprise aime tant. Non, ben pas encore. Ça veut dire des insertions d'images, de photos. On voulait aussi, c'est sûr qu'on va donner des notions plus théoriques, plus spécifiques. Il ne faut pas que ça ait l'air didactique. Il ne faut pas que ça fasse scolaire. Ça veut dire qu'on a besoin d'un support visuel dynamique qui va nous permettre de le faire sans que ça alourdisse le texte. Pas question non plus de faire des textes de bébé. C'est pas ça du tout. Mais le confort de lecture, ça joue à ça. Il y a aussi une petite affaire dont je suis très fière dans cette collection-là, c'est le passage des chapitres. En fait, quand on termine un chapitre, il y a un grand espace de respiration entre les chapitres. Il y a plusieurs pages avant. Là. Ce qui fait que si on a assez appris, là, on peut se déposer. Puis surtout pas avoir l'impression qu'on n'est pas assez bon ou pas assez bonne pour continuer. Ah ouais, je comprends. Si on se dépose, ceux qui veulent vont continuer la lecture. Alors les autres peuvent dire, OK, bon, demain, j'y reviens. Avez-vous laissé de la place pour prendre des notes? Est-ce que les éditeurs pensent à ça? Parce que moi, évidemment, je prends des notes parce que je sais que je vais inviter souvent les essayistes, mais maintenant, je prends des notes quand je lis. Je sais que Maxime Laprise, vous êtes au doctorat, j'imagine que c'est une pratique où ils ne pensaient même plus. On prend des notes quand on lit, mais je pense... Oui, absolument. Oui, mais les gens à la maison, les mortels, comme on dit dans le milieu, je suis pas sûr qu'ils prennent des notes. Des fois, on a peur de... Mais est-ce que les éditeurs pensent à ça, aménager éventuellement? Là, je me disais, moi, je serais acheteur d'un format qui permet de prendre des notes. Parce que vous me parlez des pages entre les chapitres. Oui, bien là, ça va être un espace d'écriture pour ceux et celles qui veulent. Oui, tout à fait. Ils pourraient utiliser ça pour prendre des notes dedans. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on éditait les prises de notes. Ah oui? Quand un maître éditait un livre, parfois on éditait ses prises de notes du livre. Quelle époque formidable! Vive le Moyen-Âge! Au Moyen-Âge. Voilà. Là, vous avez dit tantôt, on approchait des gens, pas nécessairement des essayistes, mais là, les deux titres, moi, que j'ai découverts, il y en a un, c'est Camille Toffoli. Oui, bon, ben. Quand même, elle, c'est une essayiste. C'est l'exception qui confirme la règle. Évidemment. Désolé. Donc, c'est le titre « S'engager en amitié ». Réflexion sur l'amitié. Quelle bonne idée. Ben, en fait, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé avec Camille. C'est une essayiste que j'admire beaucoup. Oui. Fondatrice d'une librairie. Oui. Et c'est aussi, pour moi, une des penseuses contemporaines intéressantes au Québec. Elle a une voix, vraiment, elle a une façon de penser et de réfléchir le monde qui est hyper intéressante. Puis l'amitié, ben, c'est un sujet dont on parle peu. C'est vrai. C'est essentiel quand on est ado. Tout à fait. Et ça devrait l'être quand on est adulte. Et souvent, nos amis à l'âge adulte, plusieurs on les a rencontrés à l'adolescence. C'est souvent des amitiés qui restent. Oui, puis le message aussi de Camille à travers ça, c'est de... Ben, je ne dis pas un message, là, c'est un peu un mot exagéré, mais c'est l'idée de prendre le temps de mesurer l'importance que les liens amicaux ont dans notre vie. Comment, tout à coup, parce qu'on célèbre jamais ça, l'amitié. Hein? On vient de passer la Saint-Valentin, les petits cœurs puis tout. Mais il n'y a pas de fête des amis. Il n'y a pas de petit cœur pour les amis. C'est vrai. Alors que, bon Dieu, il y a des amis qui restent dans notre vie. Et il y a des ruptures amicales aussi. Qui font aussi mal qu'une rupture amoureuse. On l'oublie. Oui. Alors, Camille, dans son essai, bien sûr, elle aborde ça sous différents angles. L'amitié dans le sport, dans la Moi, j'aime beaucoup le chapitre sur la colocation. Parce qu'on a l'impression que la colocation, c'est un truc que tu fais quand tu es étudiant puis que c'est financier d'abord. Alors que ça peut être un choix de vie. Tout à fait. De partager un lieu avec des gens qu'on aime beaucoup. Alors, c'est sur beaucoup d'angles. Elle parle aussi de qu'est-ce que c'est la sororité. Évidemment, on parle de ça et c'est important d'en parler. Comment les amitiés de filles peuvent sauver. Oui, parce que souvent, elles sont un peu dépeintes dans les films ou un peu c'est de un peu façon rose ridicule. bonbon. C'est ça. Ou au contraire, très venimeux. Mais ça aussi, Camille, elle aborde ça. Elle en parle et elle a des pistes de réflexion par rapport à ça. D'où ça vient et pourquoi ça se maintient encore dans le discours social. Et l'autre essai, là, je pense que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué d'écrire des essais, mais qui est habitué de parler aux ados. C'est Philippe Gendreau? Oui, Philippe Gendreau, c'est un prof de secondaire depuis 30 ans. Alors, parler aux ados, lui, il connaît ça. Fait que de parler puis d'écrire, en fait, il y a juste un petit pont.
qui a traversé sans peine. Oui. Et c'est un sujet qui le préoccupe. Philippe, son livre, c'est sur les GAFAM. Oui. Il voulait outiller les jeunes, leur montrer comment, en fait, ces géants-là occupent tout notre temps de cerveau disponible et surtout de les faire réfléchir là-dessus sans les culpabiliser. Mais non. Parce que c'est souvent ça qu'on fait. Oui. Alors, c'est juste de leur faire prendre conscience. Après, chacun est libre d'agir comme il veut. Hein? Mais on sait. Oui, au moins on le sait. À qui on a affaire. Exactement. Puis à partir du moment où on sait, bien, des fois, on peut changer des comportements et être plus vigilant. Alors, oui. Puis il y a aussi... Philippe, comme il est habitué de parler à dos, il y a de l'humour, il y a des exemples très dynamiques, aussi très concrets, très ancrés dans le quotidien des jeunes. Fait que ça fait un récit très dynamique et surtout pas hermétique. Parce que l'idée dans Radar, c'est ça. On veut aborder des sujets sérieux, des enjeux de société importants, mais avec un angle, tu sais, qui... Comment je dirais? Qui rend la lecture est accessible, mais pas élitiste. Non, je comprends. On veut tout le monde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis après ça, les plus dégourdis pourront aller plus loin s'ils veulent avec d'autres livres. Ah, exactement. L'idée, c'est vraiment une porte d'entrée, mais qui satisfasse tout le monde. Puis l'autre affaire de cette tranche d'âge-là. Oui, puis l'autre affaire qui est bien importante, puis dont on ne parle pas souvent, quand on a des enfants, on a l'habitude, quand ils sont tout petits, souvent jusqu'à 10, 12 ans, de lire avec eux. Ouais. Hein? On lit les albums, on lit des petits romans, puis on en parle, et puis tout à coup, quand ils sont rendus grands, là, à partir de 14 ans, moi, j'ai un peu l'impression qu'on les abandonne. Ouais. Alors que la collection Radar, pour les adultes qui veulent, là, c'est un formidable canal de communication. Puis des sujets qu'on ne sait pas comment aborder avec nos ados, là, ben Radar, c'est un bon prétexte. Mais Pauline Gagnon, c'est un bon point que vous apportez parce que peut-être même les adultes pourraient les lire. Ben, j'espère bien. Parce que, non, mais moi, je le vois parce que je travaille parfois dans les grands médias. Pour arrondir mes fins de mois. Et l'essai, c'est difficile d'aborder ça. Ça fait peur. Oui, et les gens pensent que c'est hermétique. Oui. Alors que, oui, il y en a. Oui. Il y en a. Puis c'est tant mieux parce qu'il y a des gens qui peuvent et ils ont besoin de ça. Puis à un moment donné, il y a des sujets qu'on ne peut pas tout simplifier à outrance. Mais c'est pas toujours hermétique. Mais peut-être que Radar pourrait être aussi une bonne porte d'entrée pour des gens qui sont intrigués par l'essai, mais n'oseraient pas peut-être aller dans des essais adultes, entre guillemets, là, et commenceraient avec Radar. Bien, tout à fait. En fait, ça serait formidable parce qu'on n'a pas lésiné sur la qualité et la somme d'informations qui sont dans les essais, mais le langage, oui, lui, est accessible. Ce qui fait qu'une personne, peu importe son âge, en fait, qui veut aborder un sujet sans se sentir ignorant, ben, Radar, c'est fait pour ça. Fait qu'un parent pourrait acheter 2 exemplaires, un pour lui, un pour son adolescent, se donner un défi. Pour en acheter un de son voisin aussi. Un mois, oui. Un mois, on lit ça, puis après ça, on en discute au déjeuner. Oui. Extraordinaire. Combien il va y avoir de titres par année? Ben en fait, on va faire tout le temps des doublés. Alors, 2 au printemps, 2 à l'automne. Bon. Je suis curieux, quand vous avez dit précédemment que vous avez fait un sondage auprès des ados. Je suis curieux, c'est quoi qui est ressorti de ce sondage-là? Qu'est-ce qui les intéressait? Ben, on n'a pas été si surpris. En fait, mais on a été... moi, j'étais admirative des réponses parce que je les ai trouvés très intelligents, très ancrés aussi dans des préoccupations très contemporaines, au niveau de l'environnement, mais des enjeux LGBTQ+, la sexualité positive, qu'on peut, beaucoup de choses aussi au niveau de l'implication sociale, de l'engagement, du politique. Puis, c'est quand même aussi un sondage qui a circulé dans toutes sortes de milieux. Ah ouais. Puis, ce qui est formidable, c'est que c'était les mêmes réponses. Fait qu'il y a de l'espoir, c'est ça que vous nous dites. Ah oui, beaucoup. Mais vraiment, c'est extraordinaire, cette collection-là. Moi, je suis très content que vous soyez venu nous en parler, Pauline Gagnon. Évidemment, ces livres-là sont déjà disponibles, les 2 titres qu'on vient de parler. Oui, ils arrivent en librairie début mars. Librairie indépendante? Oui. Ne les achetez pas chez Costco. Oh non! Ils ne seront pas là de toute façon. Parfait. Il n'y a pas de libraire chez Costco, il y a juste des gros crises de peau de mayonnaise. Merci, Pauline Gagnon. Merci à vous. Alors, on va bien sûr terminer cet épisode comme il se doit, en chanson.
Normalement, je choisis des chansons qui ont un lien avec l'épisode qu'on vient d'entendre ou avec l'actualité de la semaine. Mais là, cette fois-ci, je vais faire exception puisque je vous lance une chanson comme ça, qui n'a pas rapport et qui est pas aussi bonne que sa reprise, ce qui est quand même assez rare. Moi, habituellement, je préfère toujours les versions originales, mais là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Reste que c'est une chanson intéressante. Vous la connaissez parce que vous avez entendu sa reprise dans les années 80 qui a été un méga succès. C'est une chanson du groupe The Arrows, groupe anglais du milieu des années 70, qui n'a pas eu vraiment de succès en Angleterre, bien que The Arrows avait sa propre émission de télé pendant 2 saisons sur la chaîne Granada, qui est une chaîne qui a vu naître, si je me rappelle bien, les Stone Roses dans les années 80. Fin 80, je pense, la première prestation des Stone Roses, c'est sur l'émission de Tony Wilson. Et si ma mémoire est bonne, c'était ce réseau, Granada, qui est un réseau local. Donc, ils avaient leur propre émission de télé, des demi-heures, pendant 14 semaines. Ils ont eu 2 saisons comme ça. Ils n'avaient rien enregistré encore. Ils n'avaient pas d'album. Mais ils faisaient des chansons. Et c'est là, lors de l'enregistrement d'une de ces émissions, que Joan Jett, à l'époque avec le groupe The Runaways, va découvrir la chanson I Love Rock and Roll. Ça va lui rester en tête et elle va la reprendre dans les années 80 pour en faire un méga hit international. Et vous allez voir, la version originale est moins punchée, mais elle reste quand même intéressante parce que c'est la première version. Juste pour ça, moi, souvent, je trouve que c'est souvent plus intéressant que la reprise, bien que la plupart du temps, l'original est meilleur, mais des fois, la reprise est bonne, et dans ce cas-ci, la reprise est vraiment très bonne. Donc, c'est ce que je vous offre, parce que j'ai redécouvert par hasard cette chanson-là, parce que j'étais en train de refaire mes listes pour mes soirées DJ, que je vais peut-être reprendre quelque part, entre autres, dans un party de fin de saison. Je travaille là-dessus. On devait en faire un avant la pandémie, puis finalement, la pandémie est arrivée, puis là, je me disais, ça serait peut-être le fun de faire un party, genre, de fin de saison. Peut-être aussi pour financer la prochaine saison en partie, où les donateurs auraient peut-être un accès, un billet pour le party. Et ceux qui veulent venir et qui n'ont pas encore participé à la balado, ben, ça serait leur façon, dans le fond, de participer à la 6e saison. Je suis en train de penser à ça. Je suis en train de penser à plein d'affaires. Alors, voilà. Donc, je vous offre cette chanson The Arrows, I Love Rock and Roll, parce que oui, j'aime le rock and roll. Bonne semaine tout le monde. I saw her dancing there by the record machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, so put another dime in your jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. She smiled, so I got up and asked for her name. That don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next we were moving on, and she was with me.